Bienvenue à tous dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, l'Éthiopie annonce l'expulsion de 7 responsables d'agences de l'ONU. Des agences onusiennes qui régulièrement alertent sur la situation humanitaire dans la région. Nous serons avec notre correspondant à New York dans ce journal. En Afrique du Sud, à un mois d'élections locales, l'ANC, le parti présidentiel, affaibli ces dernières années par des affaires de corruption, tente de trouver un second souffle. Ce soir, dans ce journal, nous recevrons Alice Nkom, avocate et militante infatigable des droits de l'homme. Avec elle, nous nous pencherons sur la situation dans son pays, le Cameroun. La guerre fait rage depuis plus de 10 mois au Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée pour renverser les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. La crise humanitaire dans cette région est régulièrement dénoncée par les agences onusiennes. 7 responsables d'agences de l'ONU accusés d'ingérence vont être expulsés. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement éthiopien. Les explications d'Emmanuel Saint-Martin à New York, siège des Nations Unies. Beaucoup d'inquiétudes ici du côté des Nations Unies, exprimées d'ailleurs par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, surtout des conséquences que cela peut avoir pour la population sur place, dans des conditions qu'on sait déjà extrêmement difficiles, conditions humanitaires extrêmement difficiles pour la population. C'est d'ailleurs ce qui avait provoqué cette colère, ces déclarations de cette nature qui avaient provoqué cette colère éthiopienne. Ce n'est pas évidemment la première fois qu'un État, qu'une nation est en conflit comme ça avec les Nations Unies, mais là on s'en prend vraiment à des agences qui mènent le travail sur le terrain, qui sont les agences de l'aide humanitaire, l'UNICEF. Ce sont des personnels de ces agences qui sont renvoyés, des responsables qui sont renvoyés, et finalement c'est évidemment le travail très concret et le plus utile aux populations locales qui est là visé par cette action. C'est évidemment ce qui inquiète aussi les responsables des Nations Unies ici à New York. Alors vous l'avez dit, les agences onusiennes travaillent dans une zone complexe. Est-ce que le départ de ces 7 responsables va contrarier énormément le travail, ou est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à agir dans cette zone ? C'est évidemment la question et l'inquiétude ici, c'est qu'effectivement ça soit encore plus compliqué. Vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des remarques notamment d'un des responsables de l'ONU sur place, Grant Lehi, cette semaine, qui dénonçait le blocage de fait, le blocus de fait organisé par les autorités éthiopiennes de cette région du Tigré, et qui évidemment ont causé beaucoup de dégâts humanitaires, avec la crainte d'une famine considérable sur place, peu d'accès des camions humanitaires, des camions de nourriture envoyés par les Nations Unies. C'est ce qu'il avait demandé, ce responsable des Nations Unies, et ce qui a provoqué la colère éthiopienne. Donc évidemment, la crainte, c'est que les choses ne s'améliorent pas du tout et que le gouvernement éthiopien continue de nier ce qui est pour beaucoup d'humanitaires la réalité, c'est-à-dire une situation catastrophique, alors que le gouvernement éthiopien, lui, nie l'existence d'une famine et reporte la responsabilité justement sur les organisations humanitaires, parce qu'à côté de ces organisations comme l'ONU, des agences de l'ONU qui sont renvoyées, eh bien, il y a aussi des sanctions prises par le gouvernement éthiopien contre notamment Médecins sans frontières il y a quelques jours également. Merci beaucoup Emmanuel pour votre éclairage. Toujours en Éthiopie, se tenaient également ce jeudi des élections législatives dans 3 régions où le scrutin du mois de juin dernier n'avait pu se tenir. Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'un nouveau mandat de 5 ans après la victoire écrasante de son parti de la prospérité lors du vote de juin dans les autres régions. Plus de précisions avec Maria Gert-Niculescu. Les bureaux de vote devaient fermer à 18h heure locale dans les 47 circonscriptions qui votaient ce jeudi pour la seconde phase des élections parlementaires. Dans certains endroits, cette fermeture a été repoussée de quelques heures. En tout cas, la commission électorale affirme que le vote s'est globalement déroulé dans le calme et que les quelques incidents isolés ont été maîtrisés. Le parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait déjà remporté la grande majorité des sièges au Parlement au cours de la première phase des élections en juin dernier, mais en raison de soucis sécuritaires et logistiques, le vote avait été repoussé dans plusieurs régions, dont la totalité de la région Somalie et Harari, ainsi que certaines zones du sud. Toujours pas de date annoncée en revanche pour un vote au Tigré, où un conflit se déroule maintenant depuis près d'1 an. Pas de date annoncée non plus dans certaines circonscriptions de la région Amhara et de la région Oromia.
En région Somalie, les partis d'opposition avaient annoncé leur retrait il y a quelques semaines, citant des irrégularités pour l'enregistrement des électeurs et des candidats. Le gouvernement éthiopien, de son côté, assure que ces élections sont les plus démocratiques que le pays n'ait jamais vues. Certains partis d'opposition n'avaient d'ailleurs pas eu le droit de se présenter à des élections depuis plus de 20 ans. Les résultats de cette seconde phase des élections sont attendus autour du 10 octobre, après quoi un nouveau gouvernement sera désigné. Le président français Emmanuel Macron a qualifié de honte les propos du Premier ministre malien prononcés à la tribune de l'ONU sur un abandon en plein vol par la France en évoquant la fin de l'opération Barkhane. En début de semaine, Florence Parly, la ministre française des Armées, avait déjà réagi vivement en soulignant que ces propos reviennent à s'essuyer sur les pieds sur le sang des soldats français. En Afrique du Sud, 3 des principaux partis politiques ont dévoilé leur programme à un mois des élections locales. L'ANC est au pouvoir dans le pays depuis 1994, mais le parti a été sérieusement égratigné par des accusations de corruption à l'encontre de l'ancien président Jacob Zuma. Nicolas Germain. Quelques pas de danse du président sud-africain pour enflammer ses partisans de l'ANC. Les municipales ont lieu dans un mois et la réputation de son parti a été ternie par des accusations de corruption à l'encontre de l'ancien président Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa promet que son parti, au pouvoir depuis 1994, va changer. Nous voulons que nos partisans lisent ce programme présenté à la nation et voient à quel point l'ANC est sérieuse. Nous nous renouvelons. Nous sommes revitalisés. Le principal parti d'opposition, le DA, a présenté son programme en ligne en raison des restrictions liées au Covid-19. Il aura pour la première fois des candidats dans toutes les municipalités du pays. Mais le parti peine à se défaire de son image d'une formation qui défend surtout les Sud-Africains blancs. Les gauchistes de l'EFF font eux aussi campagne. Leur dirigeant Julius Malema affirme que des capitalistes blancs contrôlent l'ANC et que son parti saura défendre les plus pauvres. Notre programme est basé sur des observations. Le peuple n'a pas de terre, le peuple est au chômage et les autorités locales sont des incapables. L'ANC a connu son plus grand revers électoral lors des municipales de 2016. Cyril Ramaphosa espère que les résultats dans un mois ne seront pas encore plus catastrophiques. Les inondations au Soudan du Sud continuent d'avoir des conséquences dramatiques. Depuis le mois de mai, elles ont déjà forcé 400 000 personnes à quitter leur logement. Faute de budget, le Programme alimentaire mondial de l'ONU a dû suspendre une partie de son aide. Le Soudan du Sud a décrété qu'il s'agissait d'une urgence nationale. Les inondations qui ont débuté en mai ont déjà déplacé plus de 400 000 personnes. Malgré les risques sanitaires, beaucoup n'ont d'autre choix que de boire l'eau de la crue. Il y a trop d'eau. Avant, on mangeait ce qu'on cultivait, mais maintenant, il n'y a pas de nourriture. On nous fournit les graines, mais comment peut-on les planter? J'ai essayé, mais l'eau les a emportées et je suis maintenant incapable de me sortir de cette situation. Les autorités locales demandent de l'aide au gouvernement. Il y a 9015 habitants et environ 7000 personnes ont été touchées. Du fleuve Nil jusqu'au côté ouest, ce sont des habitants de ma ville. Ils ont tous subi des pertes. Plus de 200 maisons ont été détruites dans ma région. Pour des raisons budgétaires, le Programme alimentaire mondial de l'ONU a dû suspendre une partie de son aide à 100 000 déplacés. Sur le plan politique, l'accord sur le partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, bien que fragile, tient toujours. Les ONG internationales au Cameroun avaient jusqu'à la fin du mois de septembre pour fournir de nouveaux documents exigés par les autorités au pouvoir pour pouvoir continuer à opérer dans le pays sous peine de suspension. Des ONG locales fustigent une menace sur la liberté d'association au Cameroun. Elles ont appelé les organisations étrangères à ne pas se plier à des injonctions qu'elles jugent illégales. Le reportage de Tony Michael Menga et Claudiane Sono. Elles ont décidé de poursuivre leur combat, coûte que coûte. Ce jour-là, dans ces locaux de Yaoundé, l'équipe camerounaise de l'ONG française Nouveaux Droits de l'Homme, dirigée par Cyril Roland-Bechon, passe en revue ces dossiers. Il y a deux volets dans cette affaire. Il y a un volet judiciaire
et un volet administratif. Depuis 24 ans au Cameroun, cette ONG veille au respect des droits humains dans de nombreux domaines. Mais comme une quarantaine d'autres associations étrangères, elle est souvent accusée par les autorités d'avoir des agendas cachés. D'où l'ultimatum qui leur a été donné. Prouver leur légalité ou partir. Une procédure illégale pour Cyril Rolland Béchamp en vertu de la loi de 1990 relative à la liberté d'association au Cameroun. Ce communiqué du ministre de l'administration territoriale aux allures d'un ultimatum est tout simplement illégal parce qu'il demande ce qu'il n'a pas le droit de demander. On ne peut pas avoir un gouvernement, des autorités qui bombe le torse, qui tape ce qu'il veut, qui sanctionne qui veut, qui fait ce qu'il veut. On est dans de l'arbitraire pur et dur. Nous faisons notre travail dans la légalité totale, donc nous n'avons peur de rien. Ordre a été donné par les autorités de fournir une dizaine de documents, dont l'original de l'acte autorisant à exercer dans le pays ou la localisation du domicile du responsable de l'association. Nous devons toujours fédérer nos efforts, nos énergies. Une entrave à une nécessaire liberté d'association au Cameroun qui fait face à plusieurs crises sécuritaires et humanitaires pour Jean-Claude Fogno. Avec 33 autres associations locales, il a décidé de soutenir les ONG étrangères. Nous avons envie d'aller sur le terrain pour pouvoir faire notre travail, notamment surveillance, documentation et rapportage. Mais nous sommes de temps en temps butés par l'intransigeance, par les menaces du gouvernement, notamment la nation territoriale, qui nous empêchent de nous mouvoir sur le terrain. Des accusations à l'encontre de l'État camerounais auxquelles nous n'avons pas obtenu de réponse de la part du ministre de l'administration territoriale malgré nos multiples relances. Ces ONG étrangers avaient jusqu'au 30 septembre pour se conformer à cet ultimatum. Bonsoir Alice Nkom. Bonsoir. Vous êtes camerounaise, avocate, infatigable défenseur des droits de l'homme, très engagée dans la défense des droits LGBT, mais pas seulement. Alors, je vais vous demander votre réaction à ce reportage où on voit les ONG confrontées à des tracasseries administratives et un certain nombre d'organisations locales qui pointent du doigt la restriction des libertés. Quel est l'état des libertés dans le pays aujourd'hui ? L'état des libertés aujourd'hui au Cameroun est totalement déplorable. Nous avons à la tête du ministère de l'administration territoriale quelqu'un qui ne supporte pas de ne pas inféoder les quelques bouches qui peuvent encore s'exprimer librement dans ce pays qu'il dit démocratique. Et souvenez-vous, c'est lui qui, au lendemain des élections présidentielles dernières, a maquillé des gens qu'il a importés d'Europe et il en a fait des représentants de Transparency International pour leur demander de dire que les élections c'était très très bien d'eux. Il aime bien les organisations internationales des droits de l'homme, mais à condition qu'ils puissent leur faire dire ce qui lui plaît. Alors, comme ce n'est pas le cas en ce moment pour Amnesty et pour tous les autres, eh bien, il ne sait plus quoi faire. Il va chercher à se mettre hors la loi lui-même. Parce que ce qu'il exige là, ça ne lui vient de nulle part, etc. Et bien évidemment, ça ne se fera pas. Parce que nous appuyons, nous, les autres organisations locales, nous appuyons ces organisations-là, Amnesty, Human Rights Watch, pour que jamais ils ne cèdent à ce genre de chantage. Nous serons avec elles, nous sommes avec elles, et nous sommes dans la parfaite légalité camerounaise. Alors vous êtes très critique à l'égard de Paul Biya, il est au pouvoir depuis 1982. L'échiquier politique camerounais semble plus verrouillé que jamais, pourtant l'opposition existe. Vous soutenez, je crois, M. Kamto. Alors pourquoi ce verrou ne saute pas finalement ? Le verrou ne saute pas parce que déjà, est-ce que le verrou saute auprès de la francophonie, auprès de la... comment on appelle l'autre là ? Ça ne saute pas quand le président de la République viole son engagement qu'il a pris en faisant adhérer le Cameroun à la Commonwealth, la francophonie. Les valeurs même de ce... Et le Cameroun est toujours là-bas, on ne le menace pas, il n'y a pas de sanctions. Et je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on nous démontre au niveau des organisations internationales telles que la francophonie et autres, que nous parlons des mêmes droits et que nous signons les mêmes engagements. Que le président de la République signe l'engagement de respecter les droits de l'homme et qu'on le prenne en flagrant délit de les violer matin, midi, soir, il faut non seulement une réaction des organisations locales, mais également une réaction de ces grandes organisations que sont la francophonie. Et oui, et il faut qu'on conjugue nos efforts pour amener le Cameroun à respecter ses engagements internationaux.
Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Les autorités camerounaises ont interdit les manifestations en zone anglophone, alors que le 1er octobre marque les 60 ans de la proclamation de la République fédérale du Cameroun en 61, mais aussi le déclenchement des protestations en 2017. Que pensez-vous de cette décision ? Comme d'habitude, fidèle à lui-même, on a bridé la liberté. Et le président de la République n'a pas le droit de faire cela. C'est lui qui a pris cet engagement de laisser les gens s'exprimer, de laisser les gens manifester. Et aujourd'hui, il répond à ces gens-là par des interdits partout. Vous ne pouvez rien faire. Et quand vous le faites, quand vous vous exprimez parce qu'il s'est engagé à ce qu'on puisse s'exprimer dans son pays, eh bien, vous risquez la prison et la guerre. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est inadmissible. Où est-ce qu'on va ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord que le président aujourd'hui se montre dans une posture de dérive comme il le fait. Alors, il nous reste 1 minute. Je vais vous poser une question assez rapide. Le pays doit faire face à de nombreux défis. La présence islamiste dans le nord, les velléités sécessionnistes à l'ouest, un système politique un peu verrouillé. Comment on fait quand on est une militante et une avocate aujourd'hui comme vous pour rester motivée et finalement impliquée dans la vie politique finalement ? On rappelle simplement au président de la République les engagements qu'il a pris pour le Cameroun auprès de la communauté internationale. On lui rappelle également certaines dispositions constitutionnelles, notamment l'article 45, qui dit que le Cameroun est un pays organisé, structuré, avec une hiérarchie des normes qui place au-dessus de la Constitution et au-dessus des lois de l'Assemblée nationale la norme internationale, et qu'il est en train de violer aujourd'hui en déclarant la guerre à ceux qu'il appelle sécessionnistes, qui ne l'ont jamais été, parce que les gens ont demandé à avoir un peu plus de pouvoir. Et à cette époque-là, quand ils ont fait cette demande, il n'y avait même pas de décentralisation, comme c'est arrivé récemment, alors que la décentralisation est prévue dans la Constitution de 1996, et qu'elle est toujours attendue, et qu'on en a assez, y compris les gens qui ne sont pas du Nord-Ouest. On en a assez d'aller à Yaoundé pour demander une carte d'identité. On en a assez d'aller à Yaoundé pour demander si on peut manger, respirer. Et la transmission de ces pouvoirs constitutionnels, qui est un engagement de la Constitution, tarde à venir. Et on a été tous pas d'accord du tout que le président de la République réponde par les armes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de ce journal de l'Afrique, malheureusement. Tout de suite, l'information continue sur France 24. Merci.